Ce coup-ci, c'est officiel, on démarre. Hein. Bon, je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette nouvelle webconf aujourd'hui avec Eric Aquaron et Guillaume Moline. Donc, je suis en direct de la région parisienne. Eric et Guillaume sont dans la région niçoise, de mémoire. Je sais pas, Eric, mais en tout cas, vous êtes dans le sud-est. Et on va parler aujourd'hui d'un sujet que je trouve génial. Moi, c'est un gros bateau autonome qui va traverser les océans. Et donc, Eric, je vais te laisser la parole pour nous parler de ce beau projet. Juste avant de commencer, je vous rappelle juste que si vous avez des questions, utilisez le chat et je referai remonter les questions à Eric et à Guillaume. Et semaine prochaine, je vous proposerai un replay sur la chaîne YouTube des Meetup en France, des Meetup IBM Cloud. Je vous remercie et Eric, je te laisse la parole. Merci à vous tous. Merci, bonjour. Donc, bienvenue. Je vois que nous sommes une quarantaine connectés. J'espère que de nombreux arriveront ou regarderont après. Donc, on a pensé que c'était très intéressant de vous expliquer qu'est-ce qu'on fait dans des domaines où IBM n'est pas souvent. On en parle souvent, IBM, on dit la banque, l'assurance, etc. Mais sur un domaine nouveau qui n'existe pas encore et vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on va commencer par se présenter, Guillaume et moi, si j'arrive à changer la page. Voilà. Donc, c'est très explicite. Hein. Grosso modo, il y a beaucoup de choses dans la nature, c'est à gauche. Et puis, il y a des gens comme Guillaume et moi qui regardent qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire que ça marche. Et c'est comme ça qu'on arrive à droite à faire un bateau qui s'appelle le Mayflower. Vous avez effectivement la photo du bateau avant sa livraison sur son port d'armement. Donc, c'est pas un projet futuriste, c'est un projet qui est en train d'arriver à la mer avec un magnifique trimaran. Et donc, ce qu'on a prévu de faire avec Guillaume, c'est de vous expliquer quel est le projet. Je vais faire ça. De vous expliquer qu'est-ce qu'on met là-dedans et pourquoi on appelle ça un edge. Et puis, Guillaume va passer du temps à vous expliquer dans la prise de décision, dans l'esprit ou le cerveau du bateau, qu'est-ce qu'on utilise comme outils qui, en fait, sont développés en France, dans le labo de Sophia Antipolis. Donc, on a pensé que c'était important que vous compreniez qu'il y a des choses très importantes qu'on fait dans le coin. Et puis, on vous dira qu'est-ce qui va arriver dans pas longtemps, puisque ça va bientôt naviguer, tout ça. Guillaume, 2 mots pour te présenter ? 2 mots. D'abord, bienvenue. Je suis donc architecte pour le produit ODM, qui est un produit de décision dont on va parler dans la deuxième partie. Typiquement utilisé plutôt dans les secteurs bancaires, financiers, etc. et qu'on a appliqué à ce bateau. Vous allez voir comment tout à l'heure. Voilà. Basé à côté de Nice, effectivement. Ok. Donc, sur ce, qu'est-ce que c'est ce projet ? Eh ben, ce projet, c'est parti en 2016. Donc, vous voyez, c'est pas un projet qui est parti l'année dernière. Et le but, c'est refaire la traversée qui a été faite il y a 400 ans par les premières personnes qui sont allées s'installer en dur dans les colonies américaines du Royaume-Uni à l'époque, donc dans le Connecticut, à Plymouth. Et donc, c'est le Mayflower qui a fait cette traversée il y a très longtemps. Et donc, le projet initial, c'est ça, c'est traverser l'Atlantique du Nord. Et les gens qui ont lancé ce projet, ce sont les associations côté américain et côté anglais, donc à Plymouth, qui est historiquement une des plus grandes bases de la Royal Navy. Et à Plymouth, il y a une société qui s'appelle M-Subs, qui fait partie d'un groupe américain qui s'appelle Submergence. Ces gens-là, depuis 20 ans, ils font des sous-marins. Et vous avez sur la photo là leur dernier produit, qui est un sous-marin qui, en mode opérationnel, n'a pas la peinture orange. Hein, on va être très clair, c'est en général tout noir. Ça contient des nageurs, ça s'appelle un Dry Combat Submersible. Ça emporte des nageurs de combat et ça les livre d'un point A, qui est un gros sous-marin nucléaire, vers un point B, qui est la zone d'opération. Donc, ces gens-là, ils font des sous-marins pour les armées, ils font des sous-marins pour le pétrole. Ils ont participé il y a très longtemps à des films très connus aussi, et donc ils ont déjà une longue expérience de machine learning et d'automatisme, et donc ils connaissent parfaitement la mer, hein, c'est tous des marins confirmés, et ils ont proposé de faire autre chose qu'une réplique, mais de faire un bateau qui permettrait d'aller vers le futur. Donc je vous ai écrit beaucoup de choses sur cette charte là. En la regardant, je me dis que c'est une méchanceté, mais en fait, j'espère que vous arrivez à lire la présentation sur votre téléphone ou sur votre écran. Donc, après la commémoration du 400e anniversaire,
C'est dire, on le fait avec un bateau totalement autonome, qui décide lui-même de sa route, personne à bord, un bateau de taille normale, hein, pas une maquette, et qui permet, qui peut opérer n'importe où. C'est-à-dire un bateau qui va pouvoir tourner pendant à peu près 10-15 ans pour faire des opérations au niveau mondial. Et donc, ça veut dire développer, au-delà du bateau et d'une structure physique, toute l'intelligence qui permet de naviguer et de gérer ça de façon sécurisée, parce qu'il n'est absolument pas question, évidemment, que quelqu'un prenne possession du bateau à distance. Et le but de l'équipe, ça a été aussi de dire, bon, on va en profiter et on va faire le contenu d'intelligence des bateaux du futur. Et comme ils font des sous-marins, sans doute des sous-marins du futur. Et si on envoie un bateau à travers l'Atlantique, pour traverser l'Atlantique, autant faire quelque chose de très utile. Et donc, ils ont décidé, dans le cadre d'une fondation, d'en faire un bateau scientifique. C'est-à-dire, dedans, il y a un grand espace pour mettre du matériel scientifique. Et en fait, il y a un problème dont vous n'êtes pas peut-être au courant, mais on a plus de données sur l'espace et les planètes que sur notre mer. Et donc, on collecte des données dans la mer tous les années. On a des bateaux d'exploration très gros, très complexes, à des tas de gens. Et là, leur idée, c'est d'avoir une plateforme autonome qui peut tourner en permanence avec de l'équipement scientifique qui collecte des données et qui soit les garde dans le bateau, soit les transfère lorsqu'il peut se connecter. Et donc, qui permettra d'avoir beaucoup plus de données sur la pollution, le climat et plein d'autres sujets. On verra ça dans la page suivante, si j'arrive à tourner la page. Voilà. Donc, vous voyez, je vous ai fait un petit exposé du bateau, là. Donc, il y a des grosses boîtes au milieu. En fait, ce sont des baies pour charger l'équipement scientifique. Il y a 3 baies de 1 mètre cube. On peut emporter de 700 kilos dedans. Et donc, on a déjà des projets. C'est-à-dire que, en plus de la partie autonomie, de la partie design, sachez qu'il y a un sujet de recherche. C'est pour ça que je disais en plaisantant avant de commencer que peut-être que c'est le premier call et qu'on en fera plusieurs. Mais on pourra parler aussi de la partie recherche, de la partie recherche et comment elle interagit avec la partie navigation. Donc, les scientifiques d'IBM et les scientifiques de plusieurs universités ont déjà commencé à préparer, ils sont en train de préparer des équipements pour mesurer la pollution par les plastiques, pouvoir écouter et faire du comptage et d'identification de races de mammifères, mais c'est essentiellement les baleines pour lesquelles ils sont focalisés, sur lesquels ils sont focalisés. Ensuite, il y a des sujets sur la hauteur de l'eau, le niveau de la mer, et croyez-moi, c'est important pour la navigation. La sécurité, c'est comment on peut s'assurer, par exemple, d'être résistant à une attaque sur les signaux GPS. Et puis, il y a un côté un petit peu plus, on va dire, léger, mais qui est de dire pourquoi on ne peut pas créer en même temps un système, un log virtuel, comme s'il y avait un véritable capitaine dans le bateau, puisque, comme vous l'avez compris, il n'y aura personne sur le bateau. Voilà. Donc, la mission, c'est parti en 2016, c'est traverser l'Atlantique pour commémorer, faire un bateau totalement nouveau. Ensuite, ce bateau nouveau, il faut créer l'intelligence. C'est ce dont on va parler là maintenant. Mais il y a aussi utiliser ce bateau pour le bien de l'humanité, donc collecter des données sur l'environnement et puis les rendre publiques et faire des thèses et de la recherche sur ce sujet. Voilà, donc maintenant, j'espère que je ne vais pas trop vite, Philippe. Je vais laisser le plus de temps possible à mon ami Guillaume. Je vais vous montrer brièvement qu'est-ce qu'il y a dans ce bateau. Parce qu'en fait, c'est facile de dire on va gérer ça, c'est automatique. Aujourd'hui, vous prenez un bateau comme celui de Guillaume, il y a un pilote automatique dessus, et je pense que si on le met en Bretagne et qu'on met cap vers l'ouest, il y a une bonne chance qu'il arrive aux États-Unis. Donc, on est au-delà de cette simple chose. On veut un système qui puisse complètement se gérer, réagir à des obstacles, à des animaux, des choses qui flottent, d'autres bateaux. Donc, c'est assez compliqué, mais en 3 boîtes, voilà comment ça marche. Donc, je pense que vous voyez un dessin assez complexe, et je ne vais pas vous lire ce qu'il y a dessus, mais vous expliquer à quoi correspondent les boîtes. De grosso modo, il y a un bateau au milieu, et le bateau, lui, il a des capteurs, il doit calculer, et il doit décider ce qu'il fait. Donc, grosso modo, pour le redire, un bateau, ça va à droite, à gauche, à une certaine vitesse. Vous avez d'ailleurs au milieu un rendering du bateau une fois fini, avec les panneaux solaires. C'est pas une image réelle au milieu. Ce bateau, il n'est pas tout le temps connecté à quoi que ce soit. Il a une connexion intermittente et bas débit
par satellite à la planète. En tempête, sachez que les connexions sont très mauvaises. Hein. Quand on est en mer, on n'a pas toujours une bonne connexion, surtout sur un bateau qui n'a pas beaucoup d'énergie. Il y a un site de développement qui crée tout, le logiciel du bateau, qui crée les modèles, et tout le système d'intelligence artificielle, et qui lui fournit, quand il y a une connexion, les informations de temps. Et puis, comme c'est un bateau qui fait partie d'une fondation publique avec cet objectif de recherche, on a aussi un portail qui permet au public de suivre la mission et aux scientifiques de récupérer des données pour celles qui sont transmises lorsqu'il y a connexion, et donc de voir ce qui se passe dans le bateau, de comprendre dans quel état le bateau et comment il réagit. On peut même interagir avec un bot sur le bateau. Voilà, donc ça c'est l'ensemble. Et donc vous comprenez que ce bateau, on l'appelle un edge parce que il est pas dans un réseau informatique, il n'est pas tout le temps connecté, et il faut qu'il soit totalement autonome puisqu'il n'y a personne pour le commander. Il doit prendre ses décisions. Évidemment, du côté du management, du contrôle de la mission, on va lui dire, voilà, tu vas de point A à point B, on voudrait que tu passes par tel waypoint, hein, comme je vous ai montré au début de la carte. Et il faut que le système du bateau soit capable d'intégrer le peu d'informations qui arrivent par le biais de la connexion satellite ou autre, et puis tous ces capteurs, les cartes, les conditions locales, tout son environnement, et de décider quelle route il doit prendre. Donc, pour faire ça, je vous ai fait un petit schéma qui explique le processus, et puis surtout, je vais vous montrer où est-ce que nous, IBM, on participe, parce que ce bateau n'est pas un bateau IBM, il est fait par la société MSUBS. Il va donc être propriété d'une fondation qui s'appelle Promare. Vous avez peut-être vu le nom Promare dans la première page. Vous pourrez accéder les sites internet de ces sociétés. Donc, et IBM, nous participons en amenant des composants qu'ils ont comparés à d'autres composants qui existent dans la nature, qui sont comparés au code qu'ils développaient et qu'ils ont décidé d'utiliser parce qu'il y avait une valeur ajoutée suffisamment forte pour résoudre les problèmes posés lors d'une navigation totalement autonome. Donc, pour simplifier, toutes les boîtes blanches avec du texte noir, en fait, ce sont des composants IBM. Donc, la solution qu'il y a dans le bateau, ils ont donné un nom, ils l'ont appelé Guardian. Donc, elle peut fonctionner en dehors de ce bateau. Hein. C'est même déjà prévu avec certains clients. Et ça peut fonctionner sur un autre bateau, plus gros. Et c'est pas forcément une solution. On va lui dire, on te laisse la main sur les commandes du bateau. On peut juste lui donner le droit de faire des suggestions. Mais d'un point de vue logique, si vous voulez, on part à gauche de capteurs et on va à droite vers les décisions, c'est-à-dire la propulsion, la direction et puis des connexions. Donc, on a fourni des composants de base pour fabriquer tout ça et l'opérer. On travaille avec des CPU Power. Pourquoi Power ? Parce que les CPU Power sur des machines qui contiennent des GPU permettent de faire le training des modèles et des systèmes d'intelligence artificielle très rapidement. C'est les machines qu'ils utilisent sont des machines avec 4 GPU, donc les derniers GPU NVIDIA, et donc ça permet de faire des trainings en quelques 2-3 minutes, alors que les systèmes standards tournent en plusieurs heures. Et donc je vous rappelle que quand on parle de vision, de training de deep learning model, on parle de quantité de données et d'images très grosses. Hein, c'est ça la partie qui consomme, pas l'inférence. Ils fonctionnent tous sous Red Hat. Bon, ils étaient déjà des grands fans de Red Hat avant de nous rencontrer, et quand on les a rencontrés en 2016, Red Hat ne faisait pas partie du groupe IBM, donc vous voyez, c'est indépendant de la fusion de l'acquisition qui a eu lieu. Et puis il y a tout un système de gestion d'edge qui vient de produits qui ont été annoncés récemment, mais qui sont des produits qui étaient des services avant dans IBM, qui s'appelle IBM Edge, et qui permet cette connexion via n'importe quel média de façon très sécurisée et qui n'est pas forcément intermittente. Et pour faire simple, ça permet à un device compliqué de s'identifier. On peut vérifier qu'il n'a pas été compromis, et ensuite on peut échanger avec lui des fichiers dans les deux sens ou des programmes pour faire des mises à jour. Donc la vision, on a un ensemble d'outils qui s'appelle Vision qu'on a utilisé. Ensuite, une fois que vous avez toutes ces données là qui sont passées en mode structuré, que vous voulez faire un assessment de qu'est-ce que vous voulez faire, on a utilisé un outil dont parle Guillaume qui est ODM. Et là, on implémente les règles maritimes
Et on va traiter tous les cas de un obstacle, le bateau, ou un bateau, tous les one-to-one. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a la vision de l'environnement, il faut appliquer d'autres règles maritimes de navigation sûre. Et puis surtout, il faut choisir, si on a 15 bateaux autour dans une baie, quel est le meilleur chemin. Donc il faut faire un choix optimal de route. Donc pour faire ça, on utilise un logiciel de chez nous qui s'appelle CPO. Et en fait, ce qui sort de là, donc il va sortir des routes et des actions optimales, donc un cap, une vitesse, et il y a un système au-dessus qui est le Mission Control, qui est un autre ensemble de machine learning qui lui va dire, voilà, en fonction de ma mission, les données optimisées, voilà, je décide d'aller à tel endroit, etc. Et donc la partie optimisation et la partie contrôle sont aussi alimentées par une application IBM qui est The Weather Company, qui fournit la météo au bateau, et bien sûr les cartes maritimes. Voilà. Et à droite, à la fin, la partie visualisation de ce qui se passe sur le bateau, dans le contrôle de mission, l'affichage des données, éventuellement quand on peut transmettre un peu de on va dire de photos, de vidéos, c'est fait avec des outils Watson qu'on a IBM et sur du cloud IBM. Voilà. Donc j'espère que je suis dans les temps. Et sur ce, je vais passer la parole à Guillaume, qui va vous expliquer comment on fait la prise de décision dans le bateau. Parfait, merci. Merci Eric. Si tu peux passer au prochain transparent. Donc effectivement, on va essayer de couvrir la partie décision. Donc ce qui est important de voir, c'est que même si le bateau a un lien satellite, on veut l'exploiter pour récupérer des données du bateau pour qu'on puisse à distance suivre où est-ce qu'il en est. Mais on ne veut pas compter dessus. Guillaume, est-ce que tu peux parler plus fort? Oui. Tu es un volume sonore très bas. Ouais, je vais me rapprocher un petit peu du micro. Donc notamment, on ne veut pas compter dessus, on ne veut pas avoir besoin en permanence d'envoyer des consignes au bateau, où on ne peut pas se permettre que le bateau pose des questions au sol pour dire par où je dois passer, qu'est-ce que je dois faire. On veut qu'il soit autonome. Donc ça veut dire qu'il va prendre des décisions. Alors des décisions, c'est quoi? C'est un mot qui est très surchargé, que ce soit en informatique ou dans la vie de tous les jours. Donc j'en ai affiché quelques-unes sur ce transparent. Voilà des exemples de décisions qu'on veut prendre. Est-ce que je dois passer devant ce bateau ou est-ce que je dois lui céder la priorité? Quel est le chemin le plus rapide pour aller à telle prochaine étape? Sachant ma charge de batterie, à quelle vitesse je dois naviguer? Il faut savoir que la consommation énergétique d'un bateau, elle n'est pas linéaire avec sa vitesse, elle est plutôt exponentielle à cause des forces de frottement, même si on a fait une coque qui est très optimisée pour ça. Et puis, on a des systèmes à bord qui consomment du courant, que ce soit les expériences scientifiques ou que ce soit la navigation lui-même du bateau. Et on a des sources d'énergie qui sont limitées, puisque si on se tape 4 jours de couverture nuageuse sans soleil, on va moins recharger nos batteries et peut-être qu'il va falloir ajuster sa route en conséquence. Une autre type de décision tout simple, c'est je vois sur le radar une forme, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette forme? Donc déjà, donc plus en amont, la partie identification. Typiquement, il faut savoir que les pêcheurs, comme les chasseurs de champignons, quand ils ont trouvé un endroit dans la mer où il y a plein de poissons, ils ont tendance à couper leur AIS. Donc l'AIS, c'est une balise qui émet le nom du bateau et sa position, pour pouvoir pêcher tranquille sans que les autres pêcheurs qui seraient en compétition avec eux viennent planter leur chalut au même endroit et dans le même gisement, si je puis dire, de poissons. Donc quand on voit une forme à l'écran, on ne sait pas forcément ce que c'est. On n'a pas forcément une identification numérique qui dit je suis tel bateau et je suis à tel point, à telle vitesse, comme on peut l'avoir quand on suit Marine Traffic, par exemple le site web Marine Traffic. On voit tous les bateaux commerciaux. Les pêcheurs, on ne les voit pas toujours. Les icebergs, eux aussi, ils n'ont pas de balises, ils ne sont pas équipés. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on a pu identifier, parce qu'un iceberg, on peut passer à gauche ou à droite avec une certaine marge, pour pas faire comme le Titanic. Un pêcheur, on passe pas derrière. Il peut y avoir un chalut ou des filets qui traînent sur 1 kilomètre, on passe pas derrière. Donc on a vraiment besoin de savoir. Donc tout ça, c'est des décisions. On a sur le bateau des capteurs d'entrée, des caméras, des sonars, etc., un certain nombre de capteurs qu'Eric a listé tout à l'heure. Et en fonction de ces capteurs-là, on va vouloir prendre des décisions pour pouvoir calculer la bonne route, la bonne action à faire pour savoir où aller. Et donc, ça m'amène d'ailleurs au transparent suivant, si tu peux tourner, Eric. Donc, vous connaissez tous sûrement la pyramide de Maslow des besoins psychologiques de chaque humain. On a des besoins fondamentaux d'alimentation, etc., et puis des besoins de satisfaction de soi, de réussite et autres, une pyramide. On peut dire que les décisions sont structurées de la même manière on n'a pas, toutes les décisions que vous avez vues sur le transparent précédent, et c'est juste des exemples, sont pas toutes du même niveau. Il y a des décisions
qu'on prend tout le temps, à chaque moment, qui sont des micro-décisions, mais qui sont importantes, qui sont maintenir le bateau, j'allais dire, en vie, c'est-à-dire le nez face aux vagues, parce que si les vagues sont hautes, il ne s'agit pas de se mettre de côté, sinon on roule plus facilement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait un trimaran, pour lui donner plus de résistance au roulis en cas de grande houle. Éviter les collisions, parce que ça a l'air... On se rend pas compte en fait, mais ça a l'air anodin de parler de collisions en mer. En fait, tous les ans, il y a un nombre assez impressionnant de collisions qui ont lieu en mer. Les porte-conteneurs ont tendance des fois dans les tempêtes à en laisser tomber. Donc, ça peut être des collisions avec des obstacles flottants, des filets qui partent à la dérive, qui vont se prendre dans l'hélice d'un bateau qui fait qu'il va dériver sans contrôle et que notre va arriver dessus. Le nombre de bateaux qui n'opèrent pas la veille, qui devraient opérer, qui mettent un pilote automatique et qui tracent. En fait, la mer, bien qu'elle nous ait l'air immense à nous, terriens, elle est un lieu où il y a beaucoup d'activités et donc les collisions sont, hélas, fréquentes. Donc ça, il y a des décisions comme ça pour maintenir donc le bateau sur le bon cap et en vie, enfin, qui puisse continuer d'avancer. Il y a des décisions d'un niveau au-dessus qui sont faire ça en respectant les règles de la mer. Il y a des règles de priorité, il y a une manière de naviguer, il y a des vitesses limites selon les endroits, etc. Et puis il y a des décisions d'encore plus haut niveau qui sont plus de l'ordre stratégique, qui sont à quel endroit je dois aller naviguer pour collecter des échantillons d'eau intéressants pour compter mes microplastiques ou observer mes baleines, etc. Donc ça, ce sont des décisions d'ordre encore supérieur. Et donc ça, c'est la problématique à laquelle on a à faire face, prendre des décisions. Et pour faire ça, on a 3 technologies. Donc si tu peux avancer, Eric, dans un transparent, on a 3 types de technologies qu'on va mettre à bord, qui correspondent à 3 des boîtes blanches que Eric a montré tout à l'heure sur son transparent. Et on va essayer de parler de ces types de technologies. Donc la première, et j'ai un transparent sur chacune, on va essayer d'approfondir un petit peu. Donc la première, c'est ce qu'on appelle le machine learning, ou des fois on voit dans la presse aussi deep learning. On va dire que c'est la même classe de technologie, hein. Il y a quelques petites subtilités, mais c'est hors du scope de cette présentation aujourd'hui. Quand vous lisez la presse, les magazines non spécialisés, on parle d'intelligence artificielle. Voilà. C'est souvent, on dit intelligence artificielle pour dire machine learning. C'est un raccourci un peu simpliste, mais on en entend parler pas mal tous les jours. La deuxième, donc, qui est la logique d'inférence à base de règles, qui est apportée par le produit ODM. Donc, comme Eric l'a mentionné, ODM et le produit d'après, donc CPO, l'optimisation, sont des produits qui sont développés en France. On a une équipe pour les deux qui est répartie un petit peu sur Paris et sur Sofia. Et en fait, ça fait plusieurs années que c'est le cas, hein. Ce produit-là qui est fait au lab IBM. Certains d'entre eux, même c'était iLog avant que ce soit racheté par IBM il y a une dizaine d'années. Donc, c'est quelque chose qui est implanté. Dans le cadre d'ODM, ça a même démarré à Sofia. Donc, dans les transparents qui suivent, j'ai un zoom sur ces 3 technologies, rapide sur la partie machine learning, et un peu plus approfondi sur la partie règles, puisque c'est vraiment, d'ailleurs, c'est le produit sur lequel je travaille, et puis c'est vraiment la partie qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, Eric, si tu peux avancer. Donc, le machine learning, c'est quoi ? Le machine learning, imaginez qu'au milieu, là, je vais représenter juste un neurone, mais imaginez que vous ayez au milieu un réseau de neurones. On va simuler ce qui se passe dans la cervelle de l'humain, c'est-à-dire qu'on met des neurones ensemble. À gauche, on lui envoie des entrées. Donc là, par exemple, je l'ai simulé qu'on lui a envoyé une maison qui a une certaine surface, un nombre de pièces, une superficie du salon, etc. Et le réseau de neurones va prédire un prix. Par exemple, là, il prédit 249 000 pour cette maison-là. Et en fait, dans la vraie vie, on sait que 249 000, c'est 235. Donc, il a fait une erreur. Et le but du jeu, ça va être d'entraîner ce réseau, c'est la phase d'apprentissage, pour minimiser cette erreur. Donc, on l'entraîne en allant ajuster les coefficients qui sont dans le réseau. Donc, les coefficients, en fait, correspondent, si on prend la métaphore du cerveau humain, puisque c'est là que c'est inspiré, les coefficients correspondent à la qualité des transmissions synaptiques entre 2 neurones. C'est-à-dire que ça va permettre de simuler le mécanisme de renforcement des connexions neuronales ou de diminution des connexions neuronales, puisque c'est ça, en fait, d'après l'analyse de la neurophysique, c'est ça qui fait l'intelligence du cerveau. Elle est plus dans les connexions, en fait, que dans les neurones eux-mêmes, par le fait que lors de l'apprentissage du langage ou de la vision, etc., ils se renforcent ou au contraire, s'ils ne sont pas utilisés, ils ont tendance à s'amoindrir. Donc,
en entraînant notre réseau de neurones avec des milliers d'exemples, on va ajuster ces coefficients pour minimiser l'erreur, et à la fin, on a construit une machine, on va dire, un système, qui est capable, si on lui donne ce type d'entrée, d'aller prédire quelle est la sortie qui est la plus pertinente. Et donc ça marche très très bien. Donc là, c'est un exemple de prédicteur de prix de maison, mais en réalité, on fait ça beaucoup avec du son, avec des photos, avec des images radar. Et c'est exactement ce qu'on a fait sur le bateau. Vous le voyez tous les jours, quand vous êtes sur Facebook et que vous postez une photo et que Facebook vous dit « Est-ce que vous voulez taguer Bob dans cette photo ?» Comment il a su qu'il y avait Bob? Parce qu'en fait, il a vu X photos de Bob qu'il a apprises et il s'est rendu compte que dans votre image, vous avez 10 personnes, le troisième en haut à gauche, là, et ben en fait, il y avait une forte probabilité que ce soit Bob, donc il vous suggère si vous voulez le taguer. C'est la même type de technologie qu'on utilise là, mais ce coup-ci, on l'utilise pour détecter les bouées, les formes des autres bateaux, etc. Parce qu'on a, sur le Mayflower, on a un radar, mais on a aussi des caméras. On en a plusieurs types, plusieurs caméras. Et ce sont des capteurs qui vont nous donner ce que j'appelle de l'information non structurée. Donc, une image, c'est non structuré, par opposition à un AIS. L'AIS, donc c'est l'émetteur de notre bateau. S'il y a un tanker qui passe à côté, tout bateau commercial de plus de 25 mètres, de toute façon, est obligé d'avoir un AIS. Donc, s'il y a un bateau, un paquebot, un ferry, un tanker qui passe à côté, il émet avec son AIS son point. Toutes les X secondes, il dit « je suis un tel, je suis à tel endroit, je suis un tel, je suis à tel endroit ». Donc ça, c'est de la donnée très structurée. Ça, c'est pratique, c'est fiable, c'est bien, mais on l'a pas toujours. Et donc, quand on utilise aussi les caméras ou les radars, on a de la donnée non structurée. On a des images, et on veut extraire de cette image ce que c'est, pour dire, tiens, ça c'est un bateau, c'est un iceberg, c'est une baleine, c'est un conteneur à la dérive, c'est une île, hein, ok, s'il y a une île, même si elle vient de tribord, on va pas... Voilà. Enfin, il s'agit de lui céder la priorité parce qu'elle va pas bouger, on va pas lui dire pousse-toi, t'es sur ma route. Donc voilà, il s'agit de bien identifier ce qu'on a, et ça c'est la technologie machine learning. Si je continue, transparent suivant s'il te plaît, Eric. Voilà, le deuxième technologie qu'on utilise pour prendre des décisions, c'est l'optimisation. Donc je vous ai pris un exemple de la vie de tous les jours qui circule, qui est assez pertinent, je trouve. Donc vous allez voir qu'il y a complètement une autre classe de décision qui est prise par ça, c'est voilà, j'ai des enfants à amener au zoo, l'école peut louer des bus de 30 places ou de 40 places, avec un prix pour chaque bus. De combien de bus ai-je besoin pour amener tous ces enfants à l'école, au zoo? Donc ça, on voit bien que c'est une technologie complètement différente. Il y a plusieurs solutions possibles. Je peux louer plein de grands bus, ou plein de petits bus, ou un mix des deux. Je peux avoir plus ou moins de places vides dans les bus à la fin. Si à la fin il me reste un bus de 40 places et que j'ai mis que 2 enfants dedans, mais j'ai perdu 38 places entre guillemets. Donc voilà, il y a plusieurs solutions possibles et on va en choisir une. Et on va en choisir une qui soit bonne, c'est ça qui est important, selon certains critères. Donc là, la manière dont la question a été posée, c'est le critère purement financier. C'est-à-dire que... Vas-y, tu peux appuyer une animation sur le transparent, Eric. Hop, voilà. Donc il y a un critère qu'il faut définir. Donc, en l'occurrence, là, c'est le critère financier. Ça pourrait être un autre critère. Par exemple, ça pourrait être le critère du nombre de bus minimum que je prends, ou ça pourrait être le critère de prendre, tant pis de prendre des plus gros bus, mais d'en prendre moins, ou de prendre plein de petits bus parce que c'est difficile de se garer au zoo et qu'il vaut mieux des petits bus que des gros, même si ils sont plus nombreux, on va les garer plus facilement, ou en fonction de la consommation de chaque bus, de l'empreinte carbone qu'on va avoir sur la planète, etc. Donc, il y a l'optimisation, c'est pour prendre une décision qui est une bonne réponse parmi un ensemble de réponses possibles. Donc là, pour l'exemple des bus, j'ai plusieurs réponses possibles, je vais en choisir une, selon les critères qu'on va optimiser. Et vous commencez à vous rendre compte aussi que dans le cas du bateau, on peut avoir différents critères qu'on va optimiser. Par exemple, on peut vouloir aller le plus vite possible, en temps de trajet. Ou on peut vouloir dépenser le moins d'énergie possible. Éventuellement, prendre un chemin qui est plus long. Imaginez que pour aller dans l'Atlantique, si la route... Quand on regarde la rotondité de la Terre, la route la plus courte, vous le voyez quand vous allez aux États-Unis en avion, on passe quasiment au-dessus du Groenland. La route la plus courte, elle est le plus au nord possible. Si à cet endroit-là, il y a une grosse couverture nuageuse, on aura moins de rentabilité de nos panneaux solaires, et donc forcément on aura accumulé moins d'énergie, et peut-être que c'est pas la meilleure route. Donc selon le critère qu'on veut optimiser, on va chercher une solution parmi celles qui sont possibles qui minimise ces critères ou qui le maximise.
On a l'exemple assez connu qui est intéressant de FedEx. Donc FedEx a ces petits camions qui vont livrer des colis aux clients. Et aux États-Unis, il y a peu de ronds-points, c'est beaucoup des carrefours à angle droit. Et un carrefour à angle droit, quand on tourne à gauche, au feu rouge, on se met sur la voie de gauche, on attend le feu pour cette voie-là, qui souvent est plus court dans le cycle que les autres. Et s'il n'y a pas de feu, des fois on peut attendre longtemps avant de traverser. Et FedEx calcule ses trajets de livraison de manière à ne jamais tourner à gauche. Il vaut mieux que le camion aille un peu plus loin et fasse 3 tours à droite et puis revienne et traverse l'avenue, plutôt qu'essayer de tourner à gauche. Donc ça, c'est pas une règle du code de la route, c'est une règle qui se sont données, même si elle rallonge la distance que vont faire les camions, parce que globalement, elle va diminuer le temps d'attente et en plus le risque de collision, parce que les tours à gauche sont souvent plus dangereux et plus accidentogènes que quand on tourne à droite. Donc ce qui est important de voir, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution, il y a plein de solutions possibles, et on va essayer d'en choisir une qui correspond aux critères qu'on a définis. Donc voilà, l'optimisation, c'est ça. Deuxième classe, si vous voulez, de technologie de décision. Le machine learning, c'est je prends des décisions pour structurer ma donnée, pour la classifier en fonction d'informations non structurées, d'images, de sons, d'échos radars, de listes de critères pour une maison, ou pour en trouver une qui soit la meilleure par rapport à un certain critère que j'ai défini avant. Voilà. Et ça aussi, c'est développé à Sophia. Depuis quelques années, j'ai vu dans la liste des participants qu'on a quelques personnes, notamment la personne qui nous aide sur le bateau, la Philippe, qui est aussi connectée. Troisième classe de technologie qu'on utilise, celle sur laquelle je travaille avec la compagnie du bateau Promaré. Si tu peux avancer nos slides, Eric, c'est ce qu'on appelle les règles. Non, ça fait 2 slides, voilà, un seul. Donc les règles, vous avez vu ça sous le nom le nom du produit, c'est ODM, Operational Decision Manager. Et les règles, c'est quoi? Les règles, là, on est sur notre type de technologie, c'est des règles métiers. Donc, je vous en ai donné 3 exemples ici, qu'on va exprimer dans un langage dédié. Donc, ce langage, il dépend du domaine d'application. Et ces règles sont de type, selon certaines conditions, alors certaines actions. Donc, je vous ai mis quelques exemples ici. Sur la gauche, on voit l'exemple où on est dans un cas typique d'assurance. Donc, vous avez acheté une voiture, vous allez sur le site web de votre assureur et vous dites « Je veux assurer cette voiture, combien ça va me coûter ?» Et l'assureur, il va vous renvoyer, mais déjà, est-ce qu'il veut bien vous assurer ou pas? Et puis, il va vous renvoyer un prix où il va dire, en fonction de la voiture que vous avez, de votre expérience de conduite, de votre historique d'accident, etc., ça va vous coûter tant. Ce calcul de prix, ou le simple calcul de savoir si vous allez être éligible à cette assurance ou pas, typiquement, il est implémenté par des règles. Pourquoi? Parce que ces règles sont susceptibles de changer assez souvent. Le système de pricing, de capture d'informations dans le site web, de rendu de la réponse, d'envoyer la réponse par mail, etc., il est relativement stable. Les règles, par contre, elles vont être sujettes. Vous avez vu l'hiver dernier, enfin pour ceux qui sont dans la région, dans le sud-est, il y a eu des grosses inondations. Peu de temps après, forcément, les assureurs ont dû indemniser les dégâts des maisons, etc. Et bien entendu, les primes d'assurance, elles prennent un coup à chaque fois dans ces cas-là, parce qu'il y a des circonstances qui font que même si le système de calcul reste le même, les règles par lesquelles on calcule cette information, elles changent. Et l'autre raison qui est importante, c'est que ces règles-là, du coup, elles sont écrites dans un langage qui est assez proche d'un langage naturel, et donc elles vont pouvoir être éditées, maintenues, créées par des gens du métier, et non pas des techniciens. C'est pas des développeurs qui vont écrire ces règles, c'est des gens du métier. Et ça, c'est une qualité qu'on recherchait aussi sur le bateau, parce qu'on veut pouvoir faire en sorte que les règles soient revues, modifiées, mises à jour par des gens du métier, des gens des marins, qui ne sont pas des développeurs. Donc, je vous ai donné quelques autres exemples. En haut à droite, il y a une règle dans le cas d'une compagnie aérienne qui donnerait des points sur sa carte de fidélité. Et en bas, il y a ce qu'on appelle une table de décision. Donc, une table de décision, c'est juste un ensemble de règles qui se ressemblent. Où vous voyez sur la partie blanche à gauche, c'est la partie condition, et à droite, c'est la partie action. Donc, la partie condition, elle dit, si je prends la première ligne, par exemple, elle se lit en disant, si la valeur du véhicule est entre 0 et $4 000, donc ça, c'est les 2 premières conditions, et que la franchise voulue par le client, elle est de $250, alors la prime d'assurance qu'il va falloir payer est de $36. Et donc là, en fait, avec ce format compact, on vient d'exprimer 15 règles. Chaque ligne correspond à une règle.
Donc ça, c'est quelque chose que, typiquement, dans le domaine de l'assurance, un underwriter sait parfaitement faire et fait tout le temps. Voilà. Donc les règles, c'est une technologie pareille qui est développée à Sofia depuis longtemps. Et typiquement, nos domaines d'application sont surtout bancaires, financiers. Chaque fois que vous passez votre carte bleue dans un distributeur, par exemple, eh ben, les compagnies de cartes de crédit font tourner des règles, quelques milliers de règles qui tournent pour autoriser ou pas votre transaction en fonction du commerçant, du montant, de la fraude possible, etc. Donc ça, c'est maîtrisé, c'est connu. Ce qui est nouveau, par contre, si tu passes au prochain slide, Eric, ce qui est assez innovant, c'est de dire on prend cette technologie qui a un domaine d'application relativement connu et on va l'appliquer dans le domaine des règles de navigation sur le bateau. Donc c'est le petit encart que vous avez au milieu, pour ceux d'entre vous qui naviguent, qui ont passé leur permis bateau, qui font du voilier, ou même de la planche à voile, enfin qui vont sur l'eau, vous avez dû apprendre sûrement ces règles-là de priorité entre les bateaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on a donc une harmonisation au niveau international de ces règles. Vous voyez le petit bouquin à droite des règles internationales. Le but premier de ces règles-là étant de définir un comportement que doit avoir chaque bateau en fonction des autres bateaux qu'il va rencontrer, mais aussi de toujours essayer de faire en sorte de ne jamais percuter quoi que ce soit. C'est-à-dire que concrètement, la dernière règle, c'est suivez les règles de la navigation, mais à tout prix évitez l'accident. Donc même si vous avez la priorité, arrêtez-vous ou changez de direction, etc. Et donc ces règles-là, donc les COLREGS, ça s'appelle Collision Regulations, qui sont édictées par l'organisme mondial de la navigation maritime, ont pour but de régir la navigation. Et c'est plus compliqué qu'on ne croit, que ce que vous avez sur le petit dessin là, parce qu'il y a des règles qui sont différentes si on est dans un port, si on est en train de remonter un estuaire ou une rivière, si on est dans des lignes de navigation. Donc vous savez qu'il y a des shipping lanes qui sont des espèces de corridors maritimes d'un continent à l'autre que les bateaux suivent. Dans un shipping lane, on peut se permettre d'être très proche du bateau qu'on suit, parce qu'on sait où est-ce qu'il va, on sait qu'il va être sur son rail. Donc il y en a un qui passe près de la Bretagne à Ouessant, qui traverse la Manche, qui est très connu pour ça. Là, on peut avoir, c'est comme sur l'autoroute, sur l'autoroute, on peut être, quand tout le monde est à vitesse stabilisée, je ne dis pas qu'il faut être proche parce qu'il faut freiner, mais on est à une certaine distance. Quand on est côte à côte, on sait, sur des fils de côte à côte, on peut être à 2 mètres de distance, et même à 130, on va tous dans le même sens. Quand on croise, c'est notre paire de manches. Donc là, c'est pareil. C'est pareil. Donc ces règles-là, on les a capturées. On s'est dit que la technologie des règles allait être la bonne chose pour ça. Donc si tu passes au transparent suivant, Eric, dans le bateau, ce qui se passe en fait, c'est qu'on a sur la droite toutes les sources d'informations qui vont nous arriver, donc radar, AIS, profondeur, etc. Alors la profondeur, c'est important aussi. Alors, pour les sous-marins, on en parlait tout à l'heure, bien sûr, mais même pour un bateau, c'est important, parce qu'il faut toujours qu'il y ait sous l'eau suffisamment de profondeur pour être sûr de ne pas toucher. Donc, il y a une marge à prendre, ce qu'on appelle le tiers en eau d'un bateau. Et donc, toutes ces informations-là qui arrivent sur la droite et qui ont été structurées éventuellement par de la vision, dans le cas des radars, vont donner des données que le moteur de décision de notre produit ODM va utiliser et sur lesquelles il va appliquer toutes les règles qu'on a pu coder, entre guillemets, en tout cas rentrer dans l'outil en fonction des règles de la navigation. Donc ces règles, vous les avez sur la prochaine page, sur les 3 prochaines pages. Donc on a, Eric, si tu peux avancer, on a ici le modèle de décision à peu près dans son ensemble, donc c'est bien parce que comme ça vous voyez rien, mais sur la page d'après il y a un zoom, parce que sinon vous ne pouvez pas lire. Vas-y, avance une page, s'il te plaît, Eric. On zoome. Donc, un modèle de décision. Donc, ça, c'est un des screenshots de notre outil. Un modèle de décision, c'est un modèle où les petites boîtes bleues vont correspondre à des décisions et les flèches à des dépendances. Et on voit à nouveau ce dont je parlais tout à l'heure, qu'il y a cette espèce de hiérarchie des décisions. Une décision de haut niveau dépend de sous-petites décisions. Donc, par exemple, la décision ici de positionner l'état du bateau, de savoir dans quel état on est, si on est en train de doubler, de ralentir, de s'arrêter, etc., elle dépend des sous-décisions qu'il y a dessous. Donc, il y a je suis en train de tourner, en train de doubler, en train d'arriver face à face à quelqu'un dans
dans un canal étroit, en train de croiser la ligne de notre bateau, etc. Et ces décisions-là sont toutes calculées avec des règles comme celles qu'on a sur le prochain transparent, qui arrive là. Voilà. Donc j'en ai mis juste un exemple, hein, on en a quelques centaines. Ces règles-là sont de cette forme-là. Donc s'il y a un certain nombre de conditions, alors j'ai une action. Là, l'action, c'est juste d'abord détecter qu'on était dans un cas précis, hein, qu'on est dans le cas de collision face à face avec un autre bateau. Donc les règles sont toujours exprimées du point de vue de mon bateau et l'autre bateau. Elles sont exprimées, enfin c'est le choix qu'on a fait en tout cas, 2 à 2. Je prends mon bateau et un des bateaux qui est dans mon paysage que j'ai identifié, et entre ces 2 bateaux-là, j'applique les règles et je vois ce que je devrais faire. Okay. Donc là, typiquement, si j'ai un deuxième bateau et que je suis à moins de 5000 de ce bateau et que je suis pas dans un channel et pas dans dans un rail, alors dans ce cas-là, oui, effectivement, je suis à un risque de collision potentielle. Donc on exprime ces règles bateau à bateau et ensuite on a la logique qui va nous permettre d'appliquer ça entre tous les bateaux, parce que forcément on n'est peut-être pas que 2 dans le paysage, on peut y avoir 10 bateaux autour de moi. Et donc, on va avoir de la logique qui nous permet de savoir, donc une décision de plus haut niveau, quelle manœuvre je dois faire qui est légale par rapport à tous ces autres bateaux. Guillaume ? Oui. C'est une question sur le chat de Pascal. Elle nous demande si le bateau, qui est autonome, suit également les lois de la robotique, les 3 lois de la robotique. Alors, on me les rappelle si tu veux que je te les... Oui, les lois d'Asimov. Ouais. Oui, donc oui, c'est le but, tout à fait. On veut pas que ce bateau puisse aller couper la route à un autre bateau. On s'est posé une question, alors là on digresse un petit peu de la partie robotique, mais on s'est posé une question vous savez qu'en mer, parmi les règles de navigation, on doit toujours porter assistance, non pas aux autres bateaux, mais aux autres personnes. Si vous voyez un bateau couler devant vous, vous n'êtes pas obligé de mettre en œuvre tous les moyens pour essayer de le sauver, le bateau. Par contre, les passagers, oui. Vous devez les prendre à votre bord. Il y a même autorisation de prendre plus de passagers que ce que votre propre bateau peut embarquer, temporairement, pour les mettre à l'abri. Et on s'est posé la question de faire ça. Est-ce que le Mayflower peut porter secours à notre bateau ? Et en l'occurrence, il peut, parce qu'il peut agir de relais radio, il peut agir d'œil, puisqu'il a des caméras et il pourrait retransmettre l'image de ce qui se passe à bord. Il ne peut pas embarquer des passagers, puisque de toute façon, il ne saurait pas où aller, il n'y a que des panneaux solaires dessus, il n'y a pas d'endroit où les mettre, mais il peut agir de robot et de secours. Et l'autre point qu'il faut voir, c'est que ce bateau a aussi toujours quand même un lien avec le sol, et le sol garde la possibilité à tout moment de reprendre le contrôle. C'est-à-dire que si le bateau prenait une décision qui, de notre point de vue humain, est stupide ou mettrait en danger un autre humain ou même lui-même, hein, si le bateau fonce sur une île, je ne sais pas, qui n'est pas sur la carte, un volcan qui est apparu au milieu de la nuit ou je ne sais quoi, et qu'on sait elle n'est pas sur sa carte, il l'a pas détecté, il va s'échouer, on n'a pas envie de le perdre, le sol peut dire non, finalement tu tournes à droite ou tu stoppes ou tu vas ailleurs. Donc on a quand même pris en compte ces lois-là, qui sont des lois d'ordre supérieur. Hein. Elles ne sont pas codées sous forme de règles, hein, comme vous les voyez à l'écran là, mais elles sont codées ailleurs dans le bateau, dans le sens où il y a des sécurités qui font ça. Voilà, je regarde l'heure un petit peu, je voudrais avancer, il me reste, oui, ça va le faire, il me reste 3 slides. Donc si tu peux avancer au système suivant. Donc voilà, pourquoi on a mis en place un système à base de règles, comme ODM? Parce que ça permet de capturer en fait la compétence d'un pilote de bateau pour savoir quoi faire. Donc les règles que vous avez là, il y en a de 2 niveaux. Il y a des règles qui sont les strictes règles de la navigation. Je dois céder le passage à un bateau qui vient de ma droite, par exemple, de tribord. Après, il y a des règles de bon sens. Vous avez la même chose sur la route. Hein. Si le camion a cédé le passage et pas vous, c'est vous qui devez passer. Mais si le camion passe quand même, sachant qu'il fait 40 tonnes et que vous êtes dans une petite voiture, vous allez quand même le laisser passer parce que vous tenez la vie. Donc c'est la même chose en mer en fait. Les marins expérimentés savent qu'au-delà des règles strictes du livre, il y a aussi des règles de bonne conduite, des choses qu'il ne faut pas faire, on passe pas derrière un chalutier, etc. On évite les à-coups, accélérer, freiner, il n'y a pas de frein sur un bateau. Hein. Donc on peut arrêter la propulsion, mais ça freine pas vraiment. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé ce produit-là, parce que ça nous permet de capturer la connaissance des experts pour les mettre sous forme de règles. Et puis, ça a un autre aspect qui est très très intéressant, c'est que ça nous permet la simulation, vous allez le voir sur le prochain transparent, l'auditabilité. C'est-à-dire qu'on peut expliquer une décision. Un des problèmes du machine learning, c'est que c'est assez précis dans ce que ça prédit,
mais ça n'explique pas comment c'est calculé. C'est un peu une boîte noire. Alors qu'avec les règles, c'est une boîte blanche. Typiquement, si vous allez à la banque et que vous voulez souscrire un emprunt et que l'emprunt vous est refusé, le banquier va vous dire « je ne vous prête pas les sous pour telle ou telle raison ». Et ça, c'est important. On a besoin de savoir pourquoi le bateau a pris telle ou telle décision, ne serait-ce que parce que s'il y a un accident, on va pouvoir remonter et pouvoir justifier la raison pour laquelle ça a été prise comme ça. Et sur le prochain transparent, on voit une capture d'écran vas-y, tu peux avancer, Eric, voilà, du simulateur qu'on a fait à Plymouth. Là, ça, c'est la baie de Plymouth. On fait des essais. Ça, c'est pour le moment en simulateur. Donc, on voit, je ne sais pas si vous voyez au milieu de l'écran, voilà, il y a le Mayflower, celui qui est dans le petit cercle, qui va donc sur la gauche, là, il part plein ouest. Et du haut arrive une cible radar, celle qui est en rouge sur la droite et en haut, là, qui est un autre bateau. Donc on voit clairement que cet autre bateau va nous venir de droite et il est à une distance. Alors autour de chaque bateau, on trace ce qu'on appelle une espèce de cercle d'évitement qui est le closest point of approach, c'est le point le plus proche auquel je peux venir de notre bateau. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que le système des règles se sont déclenchés et ont calculé une recommandation qu'on voit en bas. Si tu cliques, il y a un zoom sur la recommandation, Eric. Voilà. Et la recommandation, là, elle est de tourner 90 degrés à tribord et de ralentir sa vitesse à 4 nœuds. Là, on était à 6 nœuds. Ça se voit en haut à gauche. Speed level ground, c'est 6 nœuds. Et on va passer à 4 nœuds. Et donc, on ralentit et on tourne à droite. On est assez proche de cet autre bateau, en fait. Donc, il s'agit de tourner sérieusement. Si on avait vu plus tôt, on aurait peut-être tourné de moins. C'est jamais bon de tourner. On perd de l'énergie et on va passer plus loin, donc, et on peut garder notre vitesse, alors que là, on va être obligé de ralentir. Donc, là, on voit un exemple de la décision qui a été prise. Voilà, donc ça, c'est la technologie ODM. Il reste une troisième technologie, j'ai juste un transparent dessus pour vous suggérer à quoi c'est utilisé. C'est la technologie d'optimisation. Donc, avec les règles, on est capable de savoir entre tel et tel bateau, ou bouée, ou marqueur de port, phare, etc., qu'est-ce que je peux faire comme mouvement légal. Mais on fait ça donc 2 à 2 pour tous les bateaux qu'il y a dans le paysage, ou bouée, ou marqueur, enfin point d'intérêt. Mais ensuite, la question se pose que je vais avoir plusieurs options et que je vais vouloir choisir la route qui va être la plus efficace. Donc c'est pour ça qu'on utilise l'optimisation. Donc à droite, on voit les entrées qu'on peut avoir, la carte de la météo, les éco-radars, etc. Et d'ailleurs, on l'a pas mis sur le dessin, mais aussi le résultat des décisions. Et à gauche, on va choisir parmi tous ces chemins-là le chemin optimal par rapport aux critères qu'on veut minimiser ou maximiser. Le chemin le plus court, le chemin le moins énergivore, le chemin qui me fait passer le plus près possible de ce banc de baleines, ce troupeau, je ne sais pas comment on dit pour des baleines, qu'on veut observer, qu'on veut écouter. Il y a des hydrophones dans une des baies scientifiques, donc pour pouvoir écouter les baleines et les suivre, et notamment parce qu'elles ont des champs différents, donc ça permet de les identifier. Et donc, parmi tous les chemins possibles, on peut choisir celui qui va minimiser ou maximiser certains critères qui peuvent être changeants selon les moments de la mission. Par rapport au chemin, justement, il y a une question sur le chat, c'est quid de la responsabilité juridique en cas d'accident ? Et je pense qu'elle va de pair avec une autre question qui est la navigation sera donc supervisée H24 pendant toute la traversée. Donc, je vais laisser Eric répondre à la première partie parce qu'on a eu quelques discussions avec les compagnies. Alors, en fait, il faut que vous sachiez qu'en mer, la définition d'un bateau autonome est en train d'être faite par le registre du Lloyd's. En fait, l'équipe de MEMSUP fait partie du board du registre du Lloyd's parce que ça n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, pour naviguer dans des eaux territoriales, il faut une autorisation spécifique, donc c'est pas une navigation libre, donc c'est en train d'être fait. Et la raison pour laquelle les statuts sont en train d'être faits, c'est parce que dans le cadre d'une baie avec 100 bateaux, chaque bateau est juridiquement responsable de lui-même. C'est le statut. Si on met un bateau autonome, aujourd'hui avec les textes actuels, ce bateau autonome, donc et les 99 autres bateaux avec des humains dessus, ce bateau autonome devient légalement responsable des 99 autres bateaux. Donc vous comprenez sans doute qu'il n'est pas possible de conserver cette règle avec l'introduction de bateaux autonomes. Donc les règles maritimes sont en train d'être
et d'homologation sont en train d'être définis pour les bateaux autonomes. C'est tout nouveau. Alors c'est clair, hein, on parle de zone territoriale. Quand on est en pleine mer, on pourrait faire un peu n'importe quoi, mais il va falloir résoudre le problème des eaux territoriales de façon à ce que les pays autorisent la navigation. Pour ce qui est du Mayflower, sachez que le Mayflower est déjà autorisé à naviguer dans toutes les eaux territoriales anglaises. Donc ça, ils ont réglé le problème dans leur pays, et il est déjà autorisé à naviguer du côté des États-Unis, puisque là, on a prévu de naviguer. Donc c'est déjà prévu avec les gardes-côtes, mais le but c'est d'avoir une règle qui soit standard, et donc ça, cette règle définira les responsabilités juridiques probablement de façon proche de ce qu'il y a entre les bateaux normaux, et va probablement aussi, d'après ce que j'ai compris, contenir des notions de niveau d'autonomie. Donc, vous vous rappelez, au début, je vous ai dit, on pourrait prendre un bateau, mettre le pilote automatique, et il pourrait traverser l'Atlantique. Aujourd'hui, c'est faisable. C'est pas une forte autonomie, là, c'est un automatisme assez basique. Et quand on prend le Mayflower, il est quand même très autonome. Donc, ça va être un différent niveau d'autonomie. Donc, il va y avoir sans doute une classification de niveau d'autonomie sur les vaisseaux autonomes. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Philippe ? C'est Seb, mais oui, merci Eric, oui, t'as bien répondu à la question, je te remercie. Le deuxième élément de la question, juste déjà. Et la deuxième question, donc sur cette première partie, sur l'aspect légal et sur la partie supervision H24. La navigation sera donc supervisée H24. Oui, alors attends, oui et non. Alors le bateau n'est pas toujours connecté. Et il fonctionne avec un mode qui s'appelle No Man on the Loop. Donc il n'y a pas un pilote. Par contre, on peut à tout moment donner un nouveau waypoint, c'est-à-dire une nouvelle indication de mission au bateau, qui, lorsqu'il se connectera, pourra la prendre et l'interpréter, l'utiliser. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des donc faites attention, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a à Rotterdam, où il y a des navettes qu'ils appellent autonomes qui traversent le port. Et elles sont en fait pilotées par un humain. Et le seul degré d'autonomie de ces navettes, c'est comme les drones, en fait les drones militaires aériens, c'est l'abordement et puis le pilote automatique lorsqu'on est en zone claire. Mais elles sont la question pour moi, elle est pas. La navigation sera donc supervisée, donc pas pilotée H24. Donc exactement. En gros, c'est que le bateau est autonome, mais il y a toujours un humain derrière. C'était ça la question, qui va surveiller les paramètres du bateau, je pense, pour pouvoir à la rigueur appuyer sur le bouton rouge. Quand il n'est pas connecté, le bateau. Oui, c'est vrai. Qui va non, le bateau est totalement autonome, mais on peut lui envoyer des ordres de mission différents en fonction d'informations qu'il nous a envoyées ou qu'on a décidées. Donc c'est pas, il n'y a pas de man on the loop, donc il n'y a pas de supervision permanente du bateau ni de pilotage à distance style remote control. Alors, ça rejoint la question suivante que je viens de voir dans le chat, là, qui est que se passe-t-il sur la gestion des critères de décision au cours du temps, notamment changer de priorité en cours de route, etc. Donc peut-être je devrais adresser ce point-là parce que ça complète le précédent. La partie ODM dont on vient de parler sur les slides précédents, que vous avez vu sur le slide précédent, donne la décision de quoi faire sur une situation donnée. Okay, donc c'est un niveau de décision relativement bas, si vous voulez, dans l'arbre. Cette partie-là, on peut la rafraîchir. C'est-à-dire qu'on peut aussi, si on se rend compte que le bateau prend des mauvaises décisions, ou si on veut changer quelque chose, on peut modifier les règles, les envoyer via satellite sur le bateau, qu'il prendra à la prochaine opportunité. La prochaine fois qu'il a une connexion, il va récupérer ce nouveau jeu de règles, et en pleine mer, partir avec une autre version de ce jeu de règles. Donc on peut, réimager, reflasher le comportement à la volée en cours de route. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est un niveau de décision assez bas. Il y a aussi des décisions stratégiques, et là, c'est pas géré par ODM, c'est géré par du code spécifique au bateau, qui est sur la mission. Peut-être qu'au début, notre mission, c'est de traverser pour aller à Plymouth, Massachusetts, et puis qu'en cours de route, on va entendre des échos de baleines, ils vont dire, attends, c'est intéressant, tant pis, si on arrive une semaine plus tard, on va se dérouter pour aller les écouter. Alors, c'était pas prévu au départ. Et donc, ce côté stratégique, l'objectif, en fait, il est établi à un niveau au-dessus. Donc, il y a vraiment, en fait, il y a 3 niveaux de décision, ou 4. Il y a le niveau reconnaître son environnement non structuré et le classifier, donc au niveau machine learning. Il y a le niveau
un à un, une fois que j'identifie qu'il y avait un bateau là, est-ce que je dois le laisser passer, est-ce que je dois passer devant, est-ce que je dois ralentir, accélérer, etc. Il y a le niveau, maintenant que je vois tous ces bateaux, icebergs, îles autour de moi, par quel chemin je passe par rapport à mon objectif? Et il y a le niveau, quel est mon objectif? Et ce quel est mon objectif peut changer effectivement au cours de la mission. Autrement, on le lance avec, bien entendu, chaque fois, toutes les contraintes que disait Eric, c'est-à-dire que tout changement, que ce soit d'objectif, de règles de navigation, etc., dans la mesure où il est envoyé du sol, peut ou peut ne pas arriver au bateau, et même s'il y arrive, il y arrivera avec une certaine latence. Donc l'objectif étant de programmer le machin au départ et de plus s'en soucier jusqu'à ce qu'il arrive, mais on peut reprendre la main si on veut changer les règles ou les objectifs de mission en cours de route. Merci Guillaume. On arrive à la fin de cette webconf, en tout cas on est à 1 minute de l'heure fatidique. Donc moi je vous propose quelque chose, Eric et Guillaume. Quand le bateau sera dans l'eau, on pourrait se refaire une webconf pour reparler du bateau, de son comportement, des premiers essais. Et puis quand le bateau entamera sa traversée vers les US, on pourrait imaginer refaire une webconf pour reparler de la vie du bateau sur l'eau, hein, de voir comment il se comporte et si tout se passe bien à bord, à distance. Donc, je pense que c'est un sujet passionnant qui mérite qu'on y revienne, parce que le premier bateau autonome, 100% autonome, et en plus avec des produits qu'on connaît bien, ça fait plaisir. Donc qu'est-ce que vous en pensez? On se replanifie quelque chose dans un petit moment pour en parler du Mayflower. Pourquoi pas se faire un direct de Plymouth quand on fait la mise à l'eau du bateau? Ouais. Ah, ça serait top. Ça serait super, ça serait génial. C'est ça sur Facebook, il faut être moderne, hein. T'es d'accord? Allez, c'est parti. On a presque fini quand même. Regardons quelques photos. Et puis j'ai pris quelques notes et je voulais vous faire des petits commentaires et Guillaume en aura sans doute dedans. Qu'est-ce qui va arriver? Donc déjà, voilà. Alors la photo n'est plus récente bien sûr, mais ça c'est le bateau pratiquement à la fin de la construction. Donc vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Ouais. C'est une belle bête hein, quand même. Hein. Ça fait 15 mètres de long, ça fait 8 mètres de large. Vous voyez un trou à l'avant, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais il y a un moteur d'étrave pour pouvoir tourner de façon très sèche. Il est assez plat pour être très silencieux en fait, comme bateau. Avoir peu de traînée dans l'eau en fait. Voilà, Guillaume qui est un marin peut vous donner des commentaires. Guillaume, explique-leur un petit peu comment ça marche au point de vue structure. Non, mais en fait c'est surtout qu'on a choisi une structure de trim. Enfin la boîte Promaré a choisi une structure de trim pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça permet une plus grande stabilité, notamment quand on se prend des vagues de travers. Parce qu'un monocoque, quand il prend des vagues de travers, il chavire. Donc le seul moyen d'éviter ça, c'est de mettre une quille. Une quille, ça crée de la friction et du poids. Donc on voulait pas de ça. Donc c'est pour ça que c'est un trimaran. Et la deuxième raison, trimaran ou de kata d'ailleurs, c'est parce que ça donne moins de traînée dans l'eau et ça donne une grande surface sur le dessus qui permet de tapisser de panneaux solaires. Je sais plus combien de mètres carrés de panneaux solaires, mais c'est assez important pour tout simplement récupérer un maximum d'énergie et recharger les batteries. Tu l'as pas dit, Eric, mais il y a quand même un moteur diesel à bord. Enfin, il y a un backup, il y a une propulsion qui est faite par la boîte Panda, qui participe au projet, qui a un système hybride. Donc, si jamais ça tombe en rade, on n'a plus de soleil, plus de batterie, il y a de quoi recharger les batteries, rassurez-vous. Exactement. Le but étant de ne pas s'en servir, bien sûr. Mais bon, si jamais le bateau était en panne de batterie, on ne voudrait pas qu'il reste à la dérive ou qu'il soit incapable d'éviter quelqu'un qui arrive dessus alors qu'il a plus dessus. Voilà. Il y a quelques photos là, peut-être, vas-y, tu peux les montrer. Ouais, donc ça, c'est le bateau, en fait. C'est un gars d'Angleterre qui m'a pris la photo quand le bateau est arrivé de Pologne. Donc, vous voyez, ça, c'est la version pain résine corps central. Hein. C'est pas les flotteurs. Hein. C'est là où se trouve tout le matériel. Vous voyez, c'est quand même un gros semi, hein, puisque c'est un semi rallongé. Hein. Il a été fabriqué à Gdansk. Et voilà, donc ça, c'est le plan. On leur a demandé de venir faire un tour à Nice. Est-ce qu'on y arrivera? On verra bien. Ça, c'est une discussion. Pour revenir sur le bateau et pour faire un parallèle avec l'espace, c'est assez proche d'un satellite. Une fois qu'il est parti et qu'il est loin, on ne va plus pouvoir mettre les mains dessus. Par contre, s'il se connecte, on a une bonne latence. Ça répond vite. Le débit est très mauvais. Pour faire une comparaison avec les voitures, un bateau en pleine mer, ça bouge beaucoup. Donc, je peux vous laisser imaginer que les modèles de deep learning pour la vision, c'est pas de la gnognotte.
Parce qu'il faut pouvoir découvrir ce qui est en face de vous lorsque vous êtes dans une mer démontée, et pas confondre un haut de vague avec un bateau. Eric, oui. Je suis désolé de t'interrompre, mais les gens commencent à nous quitter, donc je pense que voilà. Donc moi je vous propose. Non, mais ce qu'on va faire, c'est que sur le replay sur YouTube, on va mettre plein de jolis liens pour aller voir le bateau, l'état d'avancement, et puis on replanifie rapidement dès que le bateau sera sur l'eau une autre conf pour parler de l'avancement. Je pense que c'est ça que ça va être super intéressant. Regardez directement une vidéo sur le bateau là. Ok. Ben, je te remercie Eric. De toute manière, on va partager toutes ces infos avec vous. En tout cas, je vous remercie Guillaume et Eric d'avoir animé cette webconf et nous avoir fait découvrir ce bateau autonome. Je vous remercie tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. J'en profite. Ok, super, avec plaisir. Et j'en profite pour annoncer la semaine prochaine une nouvelle webconf avec un de nos collègues, Pierre-André Pommel. On parlera de tests de perf des infra Kubernetes. Donc on parle beaucoup de Docker, mais comment ça marche et comment faire en sorte que ça marche bien. Pierre-André nous parlera de ce sujet passionnant. Et je laisse la parole à Philippe qui voulait annoncer des hands-on Red Hat. Philippe? Oui, donc 2 choses. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur optimisation, rules, ODM, n'hésitez pas à nous contacter via les communautés. On vous mettra en relation avec Eric et Guilhem si vous voulez avoir plus d'informations, avoir plus de démonstrations. Et la deuxième information, c'est que dans le mode online, nous allons continuer donc sur H2, le second semestre, le mode online, mais nous allons reprendre des hands-on. Et donc, on va vous proposer, à raison de 2 fois par mois, sauf le mois d'août, des hands-on Red Hat OpenShift. Le premier hands-on aura lieu le 7 juillet. On va vous mettre, pour ceux qui sont intéressés, on vous donnera les moyens de travailler sur votre matériel. Nous aurons 2 développeurs advocates d'IBM qui seront à disposition après une présentation, après une première démo, de vous accompagner dans ces hands-on. Donc voilà, le premier hands-on est ouvert. N'hésitez pas à vous inscrire et puis j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Merci Philippe, merci Guillaume, merci Eric. On se reparle dès que ça commence à naviguer, hein, d'accord ? Avec grand plaisir, Guillaume, vraiment. C'est Eric qui parlait, mais c'est pas grave. Guillaume Pardon. Avec moi. Désolé. Donc, j'ai déjà l'invitation pour aller sur le bateau, mais pas lorsqu'il navigue uniquement dans le port. Hein. Ok, bah écoute, on planifie un truc pour pouvoir partager ça avec les communautés Meetup en France. Ça serait une super idée. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une très bonne après-midi, et je vous dis à la semaine prochaine avec Pierre-André pour parler de perf et d'archi Kubernetes. Merci à vous, à très bientôt. Le replay la semaine prochaine en ligne. Bye.